Bonsoir et bienvenue à nouveau dans la suite de cette petite vidéo consacrée à la création d'un jeu sur la SDL. Donc ici je vais reprendre où j'avais abandonné à la dernière vidéo, c'est-à-dire nous étions arrivés à l'affichage du texte. Et il y a quand même quelques mots à dire sur la manière dont on peut en fait afficher un texte. Alors ces quelques mots, bon c'est pas très utile, enfin si c'est quand même assez utile, mais c'est plus du nettoyage de code finalement qu'on a envie de faire ici. Alors le léger problème que j'ai ici, c'est que d'une part j'ai créé, lorsque je fais mon display texte, je dois créer une texture, en tout cas référencer une texture parce que je vais faire un passage par valeur. Et globalement, je vais initialiser cette texture ici en appelant une fonction createTexture from surface. Le problème, c'est que derrière cette fonction, je vais avoir la création en fait d'un pointeur. Je vais avoir un malloc. On ne le voit pas, mais il y a un pointeur qui va être alloué. Et évidemment, ici, si je sors, c'est pas grave parce que le programme est détruit, mais nulle part je ne prends la peine de détruire la texture créée. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ici, on s'est un peu compliqué la vie, dans la mesure où on aurait très bien pu, normalement, créer cette texture directement dans la fonction, et limite la libérer directement dans la fonction. Donc je m'explique. Donc l'idée ici, ce n'est plus, pardon, j'ai fait une bêtise, ce n'est plus ici de appeler ptexture, là, je vais l'éliminer, mais de créer ptexture directement à l'intérieur de ma fonction, ce qui me permettra d'avoir un code nettement plus lisible. Donc je vais casser ici. Je vais créer ici, lui m'énerve, voilà. Je vais créer, donc ici je vais casser aussi, parce que sinon ma signature va être complètement morte. Donc je vais détruire ceci, qui est totalement inutile. Par contre là, je vais référencer ma texture, voilà, qui va être automatiquement créée. Et ici, attention, il ne faut pas que j'oublie, une fois que j'ai fait le render copy, de détruire la texture. Alors je vais quand même dire deux mots là-dessus parce que c'est un peu, donc c'est SDL destroy texture, et le destroy texture évidemment va éliminer la texture que j'ai créée. Alors je me permets de faire ça parce que bon, quelque part c'est assez pratique, hein. J'ai créé une surface, donc je rappelle, la surface c'est un rectangle, hein, qui peut contenir du graphisme, qu'on crée en RAM, et la texture en fait elle est créée en VRAM. Et ce qui est intéressant, donc une fois que j'ai créé, que j'ai copié quelque part, si vous voulez, ma surface définie en RAM dans la VRAM, je peux me débarrasser de ma surface en RAM, puisqu'elle est déjà copiée en VRAM. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que quand je fais un render copy sur le renderer, qui, je le signale quand même, le renderer contient une texture, visible à l'écran. Hein, ma texture ici, elle n'est pas visible à l'écran. Elle est en vidéo RAM, mais elle n'est pas visible à l'écran. La seule texture visible à l'écran, c'est celle du renderer. D'accord ? Donc ici, ce que je vais faire, je vais copier la texture à ses coordonnées d'origine en tenant compte de sa largeur et de sa hauteur, sur la surface visible du renderer. Et bien, une fois que ça c'est fait, ça veut dire que le renderer il contient le contenu en VRAM a été copié vers une autre partie de la VRAM, donc je peux le détruire. Et donc normalement, si je fais ceci, ça ne devrait pas poser de gros problèmes, puisque je devrais normalement être capable d'afficher mon texte, mais en n'ayant plus à me préoccuper de la création d'une texture. Je passe simplement du texte ici dans la fonction, je lui dis comment je veux le centrer, je lui passe ses couleurs, je passe sa coordonnée XY, et à partir de là, il va m'afficher normalement, si tout s'est bien passé, mon texte. Alors ici, j'en ai profité pour corriger le makefile, hein, donc le fameux makefile qui marchait pas. En fait, c'était totalement idiot. C'était un carriage return, donc un retour à la ligne qui était mal interprété. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je l'ai fait avec un autre éditeur et à mon avis, il s'est emmêlé les pinceaux dans sa version de l'ANSI. Il s'est emmêlé les pinceaux entre TF8 et ANSI, je ne sais pas. Enfin bon, maintenant, comme vous voyez, ça marche. Hein, parce qu'il dit ok, il arrive à le lancer.
Et donc maintenant, j'ai mon fameux programme. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci? Je le ramène ici. Et bien, qu'est-ce que je vois? Voilà, ça fonctionne comme avant. Ok. Alors, donc ça, c'est pas mal. Hein, ça donne un résultat plus ou moins sympathique. Maintenant, il va falloir s'intéresser à une autre partie. Évidemment, on va pas garder un SDL delay comme ça. On va commencer à s'intéresser maintenant aux différents états de notre jeu. Et donc, on va passer à la suite dans le sommaire qui était non pas la boucle du jeu, mais normalement, j'avais quelque chose sur la machine à état du jeu. Donc la machine à état, on en avait sans doute rapidement parlé. On a un écran d'introduction, un écran de jeu qui va apparaître, et au final un écran de game over. Okay, donc ça c'est ce qu'on appelle des états. Et donc ça c'est un diagramme d'états, et les états ils sont déclenchés par par des déclencheurs, des triggers en anglais, qui vont nous permettre de passer d'un état à l'autre, et l'ensemble des états possibles pouvant être déclenchés, c'est quelque part la machine à état. Alors ici, évidemment, quand on lance le programme, on arrive à un écran d'introduction qui est un menu qui va nous permettre de choisir par exemple le niveau de difficulté. Si j'appuie sur la touche quitter, hein, par exemple la touche Q, eh bien je vais sortir du programme. Une fois que j'ai sélectionné mon niveau de difficulté, eh bien je vais entrer dans l'état suivant qui est l'état jeu. À tout moment, si j'appuie sur la touche Q, je vais pouvoir quitter. Si je me fais tuer dans le jeu, j'ai perdu, j'ai plus de vie, eh bien je vais me retrouver dans l'écran Game Over. Encore une fois, dans Game Over, je peux quitter si j'appuie sur la touche Q. Et si j'appuie sur une autre touche, par exemple, je reviens à l'introduction pour rechoisir mon niveau de difficulté et je recommence ma partie. Jusqu'à ce que, à un moment donné, le jeu s'arrête. Okay, donc ça, c'est la description à l'aide d'une machine à état de ce que va être notre jeu. Okay, et donc ce qu'on va devoir faire ici, eh bien, c'est modéliser quelque part dans le programme ces différents états, hein, donc les transitions entre les différents écrans. Donc ça va être simplement en gros des surfaces différentes qui seront rendues, qui seront updatées de manière autonome et qui vont gérer des événements aussi de manière autonome. Dans le sens où les événements gérés dans l'intro, évidemment, ne seront pas les mêmes que les événements gérés dans le jeu. Alors quand je parle d'un événement, je parle simplement, par exemple, de l'appui sur une touche, d'un clic de souris, d'un déplacement de la souris, etc. Donc tout ce qui peut se rapporter, si vous voulez, à la fenêtre qui va contenir le jeu, est considéré comme un événement que le système d'exploitation va envoyer au jeu. D'accord ? Et donc ça va être trappé par notre SDL, et ça va nous permettre de passer d'un état à l'autre en fonction de certaines conditions. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de définir ces différents états. Donc je vais faire ici, j'avais parlé de texte ici, ça c'est très bien, mais je vais par exemple parler d'un état, je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme dénomination, ça peut être sympa, on va l'appeler state, hein, CEP, state ou status peut-être, pourquoi pas. Donc on a un statut qu'on appelle intro, qu'on va mettre à 0, un statut qu'on appelle game, qu'on va mettre à 1 par exemple, et un statut qu'on va appeler game over, et qu'on va mettre à 2. Bon, ça c'est un exemple qui permet de gérer ces statuts. Alors ici, évidemment, c'est un petit peu embêtant puisque ce que je vais faire ici, eh bien, je vais dire, voilà, je vais peut-être commencer par updater mon premier statut. Donc je vais dire, voilà, je vais faire une fonction void et je vais dire, par exemple, on a dit CEP statut. Non, on va pas faire comme ça, on va dire, on va faire une fonction, on va appeler update intro. Le premier statut c'était intro, donc update intro. Et dans update intro, on va placer notre texte en fait. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, je vais pouvoir le placer dans mon update intro. Okay, donc là je vais commencer à dessiner sur le renderer
Alors évidemment ici il va falloir l'appeler, hein. Si vous ne l'appelez pas ça ne marchera pas. Donc là je fais un appel de fonction update intro. Pour l'instant je lui passe pas de paramètres, hein, parce que j'en ai peut-être pas besoin, donc on s'en fout. Donc même jeu, je nettoie mon renderer, j'affiche ce texte, et puis bon maintenant je vais devoir afficher peut-être aussi d'autres textes, puisque c'est le menu du jeu. Alors pour afficher des textes sur un écran graphique, sur une texture ou une surface, qui est censée être projetée sur un écran, il faut savoir que l'écran PC, comme la plupart des écrans d'ordinateur, en fait, il travaille avec un système de coordonnées cartésiennes, hein, comme on peut voir en mathématiques. Et ici, c'est un système donc, de coordonnées 2D. Il faut savoir que sur les écrans, le coin supérieur gauche de l'écran est en réalité l'origine. En gros, on travaille en partant de là vers là. Donc tout ce qui est compté positif, en fait, s'éloigne évidemment de l'origine. Et donc, en gros, c'est ce qu'on explique ici. Ici, évidemment, j'ai mon abscisse. Hein, donc, plus l'abscisse augmente, plus je me dirige vers la droite. Et plus mon ordonnée Y augmente, je me dirige vers le bas. Alors c'est complètement perturbant parce qu'évidemment quand vous faites des maths à l'école, en général, ou si vous faites du scratch, c'est la même chose, hein, il a repris le même repère orthonormé qu'en mathématiques. En général, vous avez un repère orthonormé dont le centre se trouve au milieu de la feuille. Et les Y positifs vont vers le haut. Ici c'est le contraire, c'est juste comme si on prenait en fait comme cadran positif, le quatrième cadran trigonométrique. Quoi, hein. Enfin, pour ceux qui se souviennent de leur cours de géométrie analytique ou de trigonométrie, c'est exactement à ça qu'on fait référence. Et donc ici, si par exemple je veux afficher le texte zone visible, hein, donc ça c'est mon nombre de pixels, évidemment x est exprimé en pixels et y aussi, eh bien je vais me décaler par exemple de 48 pixels en X et par exemple 64 pixels en Y. Hein, donc l'écriture 48-64, c'est 48 pour X, c'est-à-dire l'abscisse, et 64 pour Y qui est l'ordonnée. Donc c'est un couple de points. Donc il faut juste retenir que voilà, ça change un petit peu des mathématiques classiques. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va essayer d'afficher notre petit menu, idéalement, a des valeurs qui ressembleraient à quelque chose. Hein. Donc ça serait pas mal de le mettre. Donc je ne sais pas trop comment on va le mettre. On va dire, voilà, un niveau de difficulté niveau, niveau 1, niveau facile, par exemple. Voilà, 1 c'est niveau facile. Alors ici, je ne vais pas l'aligner en centré, je vais simplement l'aligner à gauche. Voilà. Je vais toujours passer la couleur, évidemment, et là je vais lui passer par exemple 0,32. Bon, c'est pas terrible, enfin, voilà, c'est mieux que rien. Et ici, je peux refaire à nouveau un display texte. Niveau facile, niveau moyen. Et là, je vais mettre 48, puisque c'est la hauteur des caractères, souvenez-vous. Et là, je vais mettre, par exemple, un niveau difficile. Niveau difficile. Et là, je vais mettre, par exemple, 64. Alors, qu'est-ce que ça va donner, tout ce petit refactoring? Ok, donc là, j'ai update intro. Qui est fait, qui est appelé, donc ça me paraît tout à fait acceptable, et donc maintenant je vais pouvoir lancer mon make à nouveau, boum, ça marche pas, parce qu'il ne connaît pas CEP, oui parce que c'est CEP TXT évidemment, hein, ça c'est quand on n'est pas doué, voilà ce qui arrive, voilà. Oui, le C, comme la plupart des langages texte, sont extrêmement touchy, hein, donc on va remarquer quand vous faites ça pardonne pas beaucoup. Et donc ici, je me retrouve avec mon menu, avec les différents niveaux du jeu. Voilà, bon, et comme vous voyez, donc, on a bien décalé en Y, en augmentant les Y, on a bien descendu vers le bas, hein, puisque si je regarde, celui-ci est au plus bas, ce qui correspondait bien au niveau difficile. Bon, alors ça c'est bien, mais garder un SDL delay pour juste processer ça, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire,
on va commencer à travailler avec les interactions. Donc on va analyser, si vous voulez, les différents messages qui vont être envoyés à ma fenêtre. Et les messages qui, moi, vont m'intéresser ici, c'est un jeu qui ne va pas vraiment jouer à la souris, il va plutôt se jouer au clavier. Donc ce qui va m'intéresser, moi, c'est les interactions entre l'utilisateur et le clavier. Alors comment je vais gérer ça? Bah, la première chose, je vais foutre ça à la poubelle, évidemment. Hein, ça, c'est pas très intéressant. L'autre question que l'on peut se poser, c'est que le renderer, je n'ai pas vraiment l'utilité de le mettre dans la fonction ici. Ça par contre je dois le faire. Donc le renderer il fait partie de l'update quelque part. Hein. Donc une fois que vous avez terminé votre état update ici qui consiste à updater l'intro, bah, vous la présentez. Alors ici on va supprimer le delay et on va introduire ce qu'on appelle la boucle de jeu. C'est-à-dire le moteur du jeu quelque part. Donc le jeu c'est cette machine à état, elle fonctionne. Bah, tant qu'on a des interactions, ben on va pouvoir passer, tant qu'on n'a pas, je vais dire, donné l'ordre de quitter, eh bien on va toujours boucler et continuer à passer d'un état à l'autre ou de rester dans un état. Et donc la machine à état elle fonctionne comme ça, donc on a la création, donc l'appel à la fonction de création qui va initialiser les composants de la SDL. Et puis ici on va faire en fait on va appeler cette fameuse fonction update, je l'ai appelée update display, ici on l'a appelée update intro. Ok. Et ici, en fait, on va avoir une boucle qui va gérer en fait la sortie. Alors, si on a appuyé sur la touche Q, eh bien, on va ici, on sort, on détruit. Sinon, on exécute update intro, et là, en fait, on va lire au moyen d'une fonction qui s'appelle SDL pollEvent. Hein, polling en anglais, c'est de la scrutation. Donc, on va scruter, si vous voulez, la liste des événements qui sont passés à ma fenêtre. Donc ça c'est de la programmation Windows. En Windows vous retrouvez exactement la même chose, même si ici on est en Linux. C'est-à-dire qu'à chaque fenêtre d'application, on va passer une boucle, il y aura une boucle, enfin pas une boucle, mais il y aura une pile de messages qui vont venir s'empiler chaque fois qu'il y a une interaction avec. Et donc le pollEvent, il va aller chercher un message, enfin, on va appeler ça plutôt un event, et sur base de la nature de l'event, on va pouvoir répondre à ces événements. Et donc on va avoir une gestion classique, mais on aura aussi une gestion liée à chacun des états. Hein, donc quand je serai dans l'état intro, ben, je vais gérer certaines touches, hein, notamment la touche 1, 2, 3, qui va me permettre de choisir le niveau de difficulté du jeu. Quand je serai dans le jeu, je vais gérer d'autres touches, évidemment. Je vais gérer par exemple la gauche, la droite, le haut, le bas, l'espace pour le saut, le contrôle pour sélectionner, etc. Et puis quand je serai dans Game Over, bah, là je peux appuyer sur n'importe quelle touche, excepté évidemment la touche Q, et le jeu peut redémarrer. D'accord, donc ça c'est l'idée. Et donc ici il va falloir mettre en œuvre en fait cette espèce de boucle de scrutation. Donc ici, bah, je prends l'état par défaut évidemment. Hein. Donc ce que j'avais dit, j'ai dit d'abord j'ai une boucle while ici qui me dit tant que quit n'est pas activé, hein, si quit est activé, je sors. Ok, donc ici, voilà. Quit est activé, quit n'est pas activé, donc il se passe rien entre guillemets. Hein. Si quit égale 1, je sors de la boucle et là je vais dans le destroy et puis c'est terminé. Quoi. Sinon, je fais l'update intro, donc ça veut dire que l'update intro va se faire de manière permanente. Et puis ici, eh ben, je vais commencer à scruter quelque part. Donc ici, je vais dire, bah tiens, je vais prendre ma fameuse fonction pollEvent. Hein, je vais dire tiens, SDL pollEvent. Ok, là je vais lui passer un event. Alors ici, je vous expliquerai après. Et donc, on dit que si cet event existe, il y a différentes zéros, ben, c'est que la pile n'est pas vide, la pile des événements n'est pas vide, et donc il y a un événement qui a été placé, si vous voulez, qui a été empilé dans la variable event. Okay, et donc ici, ben, je vais faire quoi? Ben, je vais simplement dire, je vais processer cet event. Donc je vais dire process
intro, et je vais lui passer le fameux event. Alors cet event, je peux le passer comme ça par exemple, ça devrait normalement plus ou moins fonctionner. On va voir quelle est la manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'event, qui s'appelle SDL event en fait, il faut le créer. Donc ici je le crée. Hein. Je fais pas une référence sur un pointeur, c'est pas Polyvent qui va me le créer. Je dois le créer avant et je le passe par variable, hein, puisque je passe l'adresse 2, quelque part j'empile l'adresse 2 dans Polyvent, et Polyvent va remplir, si vous voulez, cette structure avec ce qu'il y a dans la pile de messages. Ok. Et donc là, je vais obtenir un event complété, initialisé, hein, avec l'élément qui est en cours de traitement. Donc l'élément en cours de traitement, c'est une pile, hein, donc il est foutu dehors de la pile, il est récupéré ici, et moi je vais le processer. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. Alors ici, il faut... alors, le polyvent, donc ici, il va falloir créer la fonction process intro event. Alors non, c'est pas ça, c'est SDL event, pardon. Et event, un %event. Alors il y a quand même un élément général que je peux processer ici. Et ça, on va voir un peu comment ça fonctionne. C'est que j'ai un événement, j'ai dit si j'appuie sur la touche Q pendant l'initialisation, l'affichage du menu, eh bien je peux quitter le jeu. On va mettre tant que l'event, qu'est-ce que je raconte? C'est pas tant que, donc je vais tester en fait le type d'event que j'ai. Donc si j'ai un event ici de type, non pardon, attention que event, c'est pas un pointeur, hein, c'est une vraie structure, hein, c'est une structure définie dans le heap, c'est pas une adresse 2, ça représente un élément de cette structure. Donc event.type, donc en fonction du type d'événement, donc je vais avoir un case, hein, souvenez-vous de la syntaxe, hein. Si j'ai un SDL kit, eh bien je vais considérer que pardon, break, je peux quitter le jeu. Donc je vais mettre que Q est égal à 1. Et là, ça va m'obliger à quitter le jeu. Donc Q, c'est une variable globale, je vais devoir l'initialiser, évidemment. Sinon, dans le cas contraire, hein, je vais dire, voilà, je vais faire un break aussi. Je vais appeler mon fameux process intro. Et donc là, je vais traiter les événements. Okay. Alors, on va voir aussi que on fera après, on va processer en fait la touche Q, et cette touche Q, on peut la processer dans chacun des états, c'est pas un problème. Quand même une chose que je dois faire ici, c'est de définir ma variable globale Q. Int Q, qui va me dire c'est je quitte ou pas. Et par défaut, je la mets à 0. Faites attention quand C, si vous n'initialisez pas une variable, elle peut prendre potentiellement n'importe quelle valeur. Hein. Le C n'initialise pas automatiquement les variables à 0. Il alloue un espace, il le réserve, donc ça pointe sur un espace mémoire, mais si l'espace mémoire contient 32, eh ben vous aurez comme une variable initialisée 32. Donc ça c'est une des joyeusetés aussi du C. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'initialiser quelque chose à nul. Bon, ici l'event, je m'en fous un peu, parce qu'évidemment il va quand même être rempli par ma fonction polyevent. S'il y a un événement, donc c'est moins grave, mais c'est quand même important. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai défini ma fonction, j'ai tout, est-ce que ça va marcher? Donc si je viens dans mon compilateur, à mon avis ça va encore exploser. Oui, bah oui, fatalement. Évidemment ce n'est pas ça, mais c'est évidemment ceci. Hein. J'attends un pointeur. Bon, ça c'est une mixture assez intéressante. Voilà. Et si maintenant je fais ceci, qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà. Donc là j'ai mon menu qui ne disparaît plus. Si j'appuie sur Q, il ne se passera rien, hein, puisque j'ai pas traité l'événement. Par contre, si j'appuie là, hop, il disparaît. Parce que là, l'événement SDL kit a été déclenché. Hein, et donc là, il s'est dit, ah, attention, tu as un événement dans ta pile d'événements.
Il a dit, ah c'est quitte, ok, Q égale 1, bouf, break, je sors d'ici, je reviens dans la boucle, Q est égal à 1, poum, je sors. Et j'ai bien appliqué l'algorithme que j'ai ici au premier niveau, ici, Q égale 1, donc voilà. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à dire sur la boucle de jeu. Maintenant, c'est une boucle de jeu assez simple, hein, donc on va faire un truc un petit peu plus compliqué quand même. Maintenant, ce que j'ai dit, quand je suis dans l'intro, je dois détecter que j'ai appuyé sur 1, 2, 3, etc. Donc ça va être un petit peu plus chaud et un petit peu plus tricky. Donc maintenant, il va falloir populer, si vous voulez, cette fameuse fonction qui va me permettre de faire le choix. D'accord ? Alors ici, je vais travailler, ok, je vais tester un type d'événement particulier. Donc ce que vous pouvez faire sans problème pour comprendre un petit peu mieux peut-être cette partie qui n'est pas toujours facile, c'est d'aller jeter un œil sur par exemple SDL Polyvent. Et SDL Polyvent normalement va vous donner un certain nombre de paramètres. Donc ça c'est le pump event, on s'en fout, il est appelé implicitement, c'est pas grave. Donc c'est là lui qui va les dépiler sous les événements. C'est pas le point ici, c'est pas super intéressant. Et ici j'ai un certain nombre d'events qui peuvent apparaître. Et donc je peux avoir différents events. Ils ne sont malheureusement pas tous listés ici. Laissez-moi regarder 2 secondes. Donc là on a le keyboard event. Qu'est-ce que ça va donner? C'est assez intéressant. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des événements de type SDL KeyUp et KeyDown. Alors KeyUp, c'est quand vous relâchez la touche, évidemment. KeyDown, c'est quand vous enfoncez la touche. Hein, et donc c'est bien ce qu'il dit ici. En fait, on a des events de type normalement, que je dise pas de bêtises. Donc ça, c'est l'event type. Hein. Donc quand j'ai un keyboard event, j'ai un event type qui peut être de type keydown ou keyup. Voilà. Et à partir de là, on pourra aussi aller chercher la touche qui a été enfoncée. Donc on a le type et on a normalement le keySim ici qui va vous donner la touche qui a été pressée ou relâchée. Okay. Donc ici ce qu'il faut faire, on avait ici un événement de type SDL kit. Et donc ici j'ai dit si mon event type est de type, donc event type, event. Alors attention parce que là c'est plutôt ça. Hein. Si c'est un SDL keydown, bon keydown c'est j'enfonce la touche, ok, pour choisir. Et par exemple, où je relâche la touche, voilà, moi j'ai fait mon choix. Donc si je mets pas le break ici, ça veut dire l'un ou l'autre. Hein, que j'appuie sur la touche vers le bas, enfin que j'enfonce la touche ou que je relâche la touche, le code qui est là, pardon, j'ai fait une bêtise, c'est quand même terrible. Donc case ici, case ici. Donc normalement je suis censé mettre un break après un case, la règle générale qu'on a donnée, hein, on a dit voilà, si je le mets pas, et bien automatiquement il va passer à l'autre événement, il va exécuter aussi l'autre événement puisqu'il n'y a pas de break. Et donc en gros ça revient à dire que j'appuie sur la touche du bas, que j'enfonce la touche ou que je relâche la touche, pardon, que j'enfonce la touche ou que je la relâche, c'est le même code qui sera exécuté. Et donc ici je vais récupérer en fait le key, et le key en gros c'est normalement l'event l'event.key. Alors, si je veux pas être dégueulasse ici, hein, on va essayer quand même de garder une certaine structure. Hein, donc on va l'appeler pEvent, c'est quand même un peu moins dégueu. Et donc en gros ici c'est pEvent
key. Normalement, ça devrait fonctionner pas trop mal. Ok, et ça, c'est normalement un pointeur. Donc, SDL keyboard event key, si vous voulez, ça me donne égale nul. Pardon, voilà. Ça me donne le P event, pardon, ici, c'est pas bon. Donc on a le P event type, ok. Et ici, le key va me donner le keyboard, le keyboard type. Et là, grâce à lui, je vais pouvoir aller chercher au moyen de la structure keySym, keySymbol, le symbole de la touche qui a été enfoncée. Donc voilà. Ça, c'est l'idée ici. Et donc ici, ce que je peux faire, donc là, j'ai récupéré ma clé, donc je teste if key, enfin ma touche plutôt, keysym, symbole, .sim égale sdl k1 pour key1. Et bien à ce moment-là, je vais pouvoir par exemple effectuer une série d'opérations. Par exemple, je pourrais lui dire voilà, je vais faire difficulty égale 1 et je vais mettre que maintenant je vais changer de statut, je vais passer au jeu. Donc ici, je vais devoir définir aussi une variable globale statut. J'ai défini key, mais je vais définir une variable globale statut que je mets à 0. Que je mets, si vous préférez, à intro. Okay. Histoire de voir un peu à quoi ça correspond. Et donc là, je vais pouvoir passer mon statut à game. Et j'ai dit, je mets un niveau de difficulté. Donc tout ça sont des variables globales. Elles peuvent être utilisées directement dans toutes les fonctions sans devoir les passer en paramètres. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, égale ceci. Boum. Donc ça veut dire que maintenant, si j'ai appuyé sur une touche, je vais changer de statut. Bon, alors d'abord, on va checker ça, parce qu'à mon avis, on va déjà se faire allumer. Donc, est-ce que ça va, vous voyez quand même si ça fonctionne avec la boucle du jeu, c'est un algorithme, hein, tout ce que j'ai vu dans les premières et la troisième vidéo, vous pouvez franchement y aller, c'est la même chose, c'est un peu ce que vous faites en Scratch, hein, sauf qu'ici, on l'a fait en ligne de code, quoi. Donc ici, j'ai ça, parfait. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est le lancer et voir si ça compile. C'est la partie. Alors, il n'aime pas p-event-key. Ça, c'est embêtant. Et je crois que je sais pourquoi il n'aime pas ça. Parce que, à mon avis, il s'attend à voir le contenu du pointeur. Ça, c'est embêtant. Il essaie d'avoir le contenu. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'attend à un pointeur de type SDL keyboard. Keyboard event. Et là, il a un struct keyboard event. Donc il me dit qu'il y en a un, c'est du type pointeur, et l'autre quelque part, il lui remballe un type qui est pas pointeur. Donc la variable qui est passée ici, c'est bien. Ah, je sais pourquoi, oui. Ouh, ça va être compliqué, ça. Oui, lui, en fait, ce qu'il me renvoie là, c'est un pointeur. Et donc là, je devrais prendre l'adresse, en fait, de ce machin. Ça va être compliqué. Voilà, ça, je crois que j'ai compris. J'espère. Voilà. Donc, oui, en fait, tout ça est correct. Là, je donne bien le contenu de key. Je référence bien, je lui dis je veux le contenu de key, mais le problème, c'est que le key, ici, est un pointeur, et n'est pas un pointeur, c'est une structure réelle. Or, ici, moi, ce que je veux, c'est un pointeur sur key.
Alors j'aurais pu ne pas le prendre en pointeur, c'est vrai, mais si je dois rester cohérent avec moi-même, si je l'ai défini ici en tant que pointeur, bah ici je dois prendre, si vous voulez, l'adresse de la structure renvoyée par le pointeur event key, et l'adresse de cette structure, ça me donne un pointeur qui s'appelle key, et qui va donc attendre ici. Donc il est passé à la compile, c'est déjà un premier truc. Bon, après je dis pas que c'est bon, hein, mais c'est passé à la compile. Alors ici maintenant il y a une réflexion évidemment à avoir, parce que là j'ai dit ok, en fonction de l'état dans lequel je suis, donc ici je suis dans le truc intro, dans l'état intro, mais évidemment ma boucle elle va devoir gérer les différents états en réalité. L'état intro, l'état game et l'état game over. Ok, donc ici elle ne gère que l'état intro. Mais j'ai deux autres états, donc il va falloir m'en occuper. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quelque peu modifier ma boucle pour lui dire attention mon gars, si le statut du jeu, plutôt, je vais pas faire ça, je vais faire switch, je vais pas m'embêter. Statut. Qu'est-ce que j'ai comme statut? C'est là. Alors j'ai case. Comment les a appelés? Je sais plus. CEP. Statut intro. Bang. Je fais ceci. Donc là je fais un display sur intro. Hop. Alors maintenant si statut et game, ah ben là il va falloir faire update game. Voilà. Ça c'est fait. Et même chose ici évidemment. Si le statut double statut, voilà, statut case CEP statut intro, voilà. Ah, que c'est énervant. Voilà, et sinon, dans le cas contraire, on va faire la même chose, hein, comment se faire avoir. Le copier-coller devrait être interdit en programmation, mais enfin bon, on l'utilise tous. Et on se fait souvent tout savoir de la même manière, parce que tôt ou tard, on a oublié de modifier un truc dans le copier-coller. Évidemment, c'est complètement faux. Mais c'est pour ça que parfois VI est préférable. Copier-coller en VI est un peu moins intuitif, quoi. Quand on le connaît, ça revient exactement au même. Enfin bon, voilà, c'est parfois intéressant. Donc, mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va gueuler parce qu'évidemment, il y a des fonctions qui n'existent pas. Hein. Je référence update game et process game qui sont deux fonctions qui n'existent pas. Je peux les référencer ici. Void process game et void qu'est-ce que j'ai mis, update game, et je vais faire l'inverse d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas sur du modèle du design pattern MVC où on a un modèle, un contrôleur et un view. Ici, on a juste le view et le contrôleur. Quoi. Donc en fait, la partie update, c'est la partie view, si vous voulez. Hein. C'est pour ceux qui font du web, ça peut un peu vous aider. Et la partie process game, c'est vraiment la partie contrôleur. C'est là où les événements vont être gérés. Donc on a un rendu et une gestion des événements. Hein. Donc c'est vraiment ça que ça dit ici, hein, l'update et le process des événements. Donc voilà. Toujours bon de faire un petit récap. Alors maintenant, le jeu, quand on rentre dans le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'avance un peu dans notre sommaire ici, hein, on a vu la boucle du jeu, on a vu la scrutation. Eh bien, il va falloir afficher, si vous voulez, le jeu en tant que tel. D'accord? Et donc, il va falloir utiliser des graphismes. Et là, c'est quelque chose de
de très compliqué pour moi, parce que moi je sais pas du tout dessiner, hein, donc c'est assez abominable. Donc heureusement ici, j'ai pu obtenir des graphismes euh, que j'ai pas vraiment fait moi-même, hein, je suis désolé, c'est pas très bien, mais enfin voilà. Et donc ici j'ai recopié en fait dans un jeu des petits graphismes. Donc ici j'ai un fichier qui s'appelle level.bmp ici. Donc c'est du bitmap, hein, donc c'est du RGB qui va coder chacun des points. Et ici évidemment, faites attention qu'on est sur des vieux jeux en 320-200, donc j'ai zoomé ça à 800 parce que si je le mets en taille normale, évidemment on voit rien du tout. Enfin bon voilà, ça il faut, tant qu'on est en fenêtré c'est un peu embêtant, mais enfin ici on voit quand même un peu mieux. Et donc voilà, c'est du pixelisé. Et j'ai créé ce qu'on appelle dans le jargon des mosaïques. Alors la mosaïque c'est quoi? Je vais vous montrer un peu plus le détail ici. Eh bien c'est un ensemble, ici j'ai fait des mosaïques de 8 sur 8, hein. Je pourrais faire des mosaïques de 16 sur 16, de 32 sur 32, ça dépend de la résolution que vous avez et du niveau de définition que vous voulez. Eh bien ici j'ai défini en fait un ground qui est composé de trois mosaïques, une mosaïque gauche, mosaïque de milieu, mosaïque droite. J'ai un sky et j'ai quelque chose, un space, quoi, quelque chose de noir, quoi. D'accord. Et donc en fait l'idée c'est un peu comme travailler avec des Lego, quoi. C'est à partir de ces mosaïques, l'idée c'est de pouvoir reproduire le niveau du jeu. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais assigner à chacune des mosaïques de 8 sur 8 une valeur numérique. Donc je vais avoir par exemple 1 pour le space. C'est un peu mal fait ça, hein, mais enfin bon, on va essayer de le remettre. Voilà. Donc on a le 1 pour le space, le 0 pour le sky, le 4 pour le grand droit, le 3 pour le grand central et le 2 pour le grand de gauche. Ok. Et donc, sur base de ces 5 éléments, à chaque fois que je vais mettre des 3, je vais avoir des éléments de grande. Chaque fois que je vais mettre des 0, je vais avoir des éléments de ciel. Chaque fois que je vais mettre des 1, je vais avoir des éléments d'espace. Et donc, à partir de ces espèces de pièces de Lego que je peux définir à foison, je vais pouvoir les combiner et faire des pièces, faire des éléments un petit peu plus conséquents. D'accord. Alors ça, c'est la manière dont on fabriquait les jeux vidéo dans les années 80-90. Et bon, visiblement, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne, hein. Après, vous pourriez construire les niveaux directement, puisqu'on n'a plus vraiment de contraintes mémoire. Ça marchait très bien quand on avait très peu de mémoire, hein. Ça évitait de stocker des centaines de points et de saturer complètement la mémoire des PC. Aujourd'hui, je sais que c'est plus vraiment un problème, mais on va voir que cette représentation en map quelque part va nous permettre de traiter plus facilement par exemple les déplacements, les collisions, un certain nombre d'éléments. Puisqu'on réduit en fait la complexité niveau pixel, on la ramène à une granularité ou à des modalités un peu plus faciles à travailler. Alors pour la première chose à faire, évidemment, si on veut afficher ce genre de choses, c'est quelque part déjà comment je vais dire, de charger normalement la surface. Donc ici l'idée c'est au moment de l'initialisation, donc de la création de mes composants, je vais aller chercher en fait une image que je vais appeler surface. Que je vais appeler level, pardon. Donc ici, l'idée c'est vraiment ça. Donc je vais charger, si vous voulez, les constituants de mon level dans une surface, c'est-à-dire en mémoire centrale. Je vais faire ça dans l'initialisation parce que ces composants-là, je vais en avoir besoin pendant tout le jeu, mais je ne dois pas les recharger à chaque itération. Je les charge une fois.
Hein, parce que bon, dites-vous quand même que ce process, ou cet update, pardon, il est appelé à chaque tour de la boucle. Donc si vous commencez à faire des accès disques et des machins comme ça dans un update, ça va réellement poser des problèmes. D'accord? Donc ce que je vais faire ici, bah, je vais dire voilà ma surface d'origine, si vous voulez, je vais en avoir besoin une seule fois, donc je peux la charger ici. Okay, donc je vais dire, bah voilà, je vais charger mon image qui s'appelle level.bmp. Et attention, cette surface, elle est globale. Hein, donc je vais devoir créer ici un SDL surface égale, c'est un pointeur, pardon, et je vais l'appeler level sfc, bon non peut-être pas, c'est égal à nul. Alors ici ça devient tricky parce que évidemment mon load image, enfin mon img load, hein, c'est une fonction qui vient de la SDL, mais pas de n'importe quel SDL, qui vient d'un composant image de la SDL. Okay, donc ici on a vu qu'on avait des composants pour traiter les textes. Ici on va plus faire du texte, on va aller chercher des images. Et donc là j'ai une SDL image que je vais aller chercher. Et donc en incluant ceci, je vais évidemment aller récupérer ma SDL image. Faites quand même très attention qu'ici, le makefile ne marchera plus évidemment. Bon, j'espère qu'il remarchera quand même, hein, mais là, je dois quand même lui dire, attention mon grand, il faut charger aussi la librairie SDL2, je pense que c'est image. Je suis plus tout à fait sûr. Vous me mettez un doute. Je pense que c'est image. Il faudra tester. Donc voilà. Alors je sors de VI. Hein. Je peux utiliser autre chose que VI pour faire des fichiers makefile maintenant, depuis qu'il me met des caractères bizarres. Qu'est-ce qu'il dit? Bah il gueule parce qu'il trouve pas update game. Ça c'est un peu bizarre. Mais apparemment il n'a pas l'air de gueuler sur la librairie. Donc update game, il dit qu'il n'existe pas. Ça c'est bizarre. J'avais pas mis update game. J'ai mis que display. Update game. Update. Voilà. Comme ça, c'est mieux peut-être. Et là c'est bon. Okay, je fais un clear. Bon, enfin c'est bon, oui. On va dire oui, mais attention, hein, on a fait des modes difficiles. Donc voilà. Donc la fonction ici, elle est correcte. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai chargé une surface ici. Mais alors attention, surface qui contient les mosaïques du niveau de mon jeu, qui va être utilisée pendant tout le jeu, donc pendant toute l'application, et qui devra évidemment, si elle a été créée ici, hein, puisqu'elle est globale, elle devra être détruite au moment de l'appel du destructeur. Donc dans le destroy ici, bah, je vais dépiler dans l'ordre, je vais devoir faire SDL free surface. C'est quand même terrible. C'est terrible. Voilà. Donc je la crée et évidemment là je la détruis. Alors la question que je peux me poser aussi, est-ce que je ne devrais pas, parce que je vais probablement faire du bleeding avec ça, est-ce que je devrais en faire une... La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je dois en faire une texture Oui et non, dans le sens où la première fois que je vais créer mon niveau, bah, je pourrais relancer la fonction de dessin du niveau, donc qui va combiner les mosaïques. Mais avant de combiner les mosaïques, je vais devoir définir mon écran. Et donc pour définir cet écran, je vais devoir définir une scène quelque part. Et je vais définir un tableau. Donc on avait parlé des variables en tableau. Donc ici je vais définir une matrice. Et cette matrice, je vais devoir l'initialiser évidemment. Je vais pas me fouler, je vais dire voilà, je vais créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Donc là j'ai créé un élément avec 40 et ici je vais faire des petits zéros. Oh. Donc souvenez-vous, le 1 c'était le space, le 0 on a dit que c'était le sky. Donc vous allez tout doucement voir où je veux en venir. Hein, parce que si je fais 40 x 8, ça nous fait 320.